Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell où je reçois Fleur. Salut Fleur, Bonjour François-Joseph, tu vas bien? je vais très bien de bon matin. Bon, écoute, aujourd'hui on va parler de l'aventure d'E-Labs. Je vais te laisser te présenter, puis après on rentrera dans les questions habituelles de ce podcast. Et peut-être avec une petite surprise à la fin. Ok, j'adore les surprises. Merci beaucoup de me recevoir, de me donner la parole pour que je vous raconte toute ma vie. Moi, j'ai jamais travaillé que dans ma société, puisque c'est une société que j'ai créée il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai fait des études à Dauphine et je suis passée en concours parallèle à HEC. Et en fait, en dernière année d'HEC, j'ai commencé à créer mon projet entrepreneurial puisque je savais depuis très longtemps déjà que voilà, ce que je voulais vraiment faire, c'était créer ma société. Quelque chose, je peux pas vraiment l'expliquer. Il y avait l'idée de vouloir absolument gérer mes propres projets, faire avancer ma vie professionnelle à mon rythme. J'avoue que enfant, j'aurais plutôt pensé avoir un commerce. Je voulais être fleuriste ou pharmacienne. Et puis, grâce aux études, finalement, j'ai pu voir pas mal d'autres possibilités d'étendre son commerce quelque part. Le fait de commencer cette société, eh bien, est arrivé tout de suite. Et donc, voilà, c'est une jolie aventure. Aujourd'hui, on distribue dans une quinzaine de pays et on fabrique des compléments alimentaires qu'on appelle nutri-cosmétiques parce que c'est des compléments alimentaires plutôt pour la beauté de la peau, des cheveux et pour le contrôle de son poids. Donc, on est aujourd'hui à peu près 70 collaborateurs, collaboratrices, Mhm. et on consolidé cette année un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Belle aventure. Ouais. C'est quoi les grandes étapes de cette aventure? Écoute, ça a commencé vraiment par rapport à une idée fixe, un peu une fixette que j'avais. Moi, je fonctionne pas mal comme ça. Et je me disais que les compléments alimentaires faisaient partie intégrante de la routine de beauté. Moi, j'ai grandi dans le Medi Thermal Spa des Célestins à Vichy, qui était détenu par mes parents. Et donc, j'ai toujours vraiment compris et été familière du fait que beauté, santé et bien-être étaient connectés via la nutrition. Il faut savoir que dès les années Mhm. 70, le slogan de Vichy Célestin, c'est la beauté qui vient de l'intérieur. La beauté qui vient de l'intérieur. Et, euh, et finalement, en fait, quand on va chez Sephora et qu'on se dit, il y a du parfum, il y a du maquillage, etc. Et surtout à l'époque, hein, parce que le marché de la beauté s'est beaucoup ouvert à ce qu'on appelle l'holistique aujourd'hui. Ben, on se Mhm. dit finalement je cache mon visage, je cache mon corps et on appelle ça la beauté au lieu de vraiment arriver à jouer côté justement texture de peau, côté éclat du teint naturellement. Et de l'intérieur, en fait, assez vite, et via la micronutrition, qui est la philosophie nutritionnelle à Vichy, eh bien, on arrive à jouer sur des leviers internes, type détoxification, microcirculation, activation de la régénération, qui vont participer, et puis tout le microbiote qui participe à ce que ça se fasse de l'intérieur. Donc, moi, j'avais fait un stage chez L'Oréal en année de césure et j'étais assez familière des cosmétiques en tant que tels et des quatre grands canaux de distribution à la L'Oréal, qui sont pharmacie, GMS, il y a les professionnels de la beauté, spa, salon de coiffure, et le sélectif, les parfumeries. Et je me disais, bah, le complément alimentaire, en fait, il n'est pas vraiment considéré comme un cosmétique à part entière parce qu'il n'est pas dans ces quatre canaux de distribution. Il y en a deux dont il est complètement absent et je me suis dit que si je voulais vraiment créer une nouvelle façon de consommer le complément alimentaire, eh bien, il fallait que j'investisse ces deux canaux de distribution restants. C'était assez facile pour moi d'envisager le canal des spas et des instituts, puisque c'est un canal qui était très familier. Mes parents, voilà, c'était des entrepreneurs, des patrons de société, donc eh bien, on en parlait matin, midi et soir chez nous. Enfin, c'était, on passait nos vacances dans les établissements, puisqu'il y avait des hôtels, spas, tout ce qui est autour de l'eau de Vichy, produits dérivés, etc. Et c'est une vision en fait qui m'a peut-être moins formée à l'entrepreneuriat tel que je l'envisage, euh,
mais peut-être beaucoup plus par rapport à un secteur, à une vision, au fait de réfléchir 360 degrés. Et en tout cas, en entrepreneuriat, mes parents et notamment mon père, il a toujours eu une vision extrêmement globale. Donc, avec l'eau de Vichy, il a créé un restaurant à l'eau de Vichy. Il utilisait la géothermie pour chauffer les établissements. Il faisait de la R&D pour développer des microalgues dans les boues. En fait, c'était extrêmement large. Et cette liberté d'expression, je pense qu'elle a été assez fondatrice dans ma manière de visualiser une aventure entrepreneuriale et ce qu'on pouvait en faire. Du coup, bah voilà, j'ai eu la chance, en tout cas pour revenir à la jeunesse, de pouvoir développer des formules de compléments alimentaires avec les médecins du centre nutritionnel de Vichy, que j'ai payé, hein, puisque Ouais. l'histoire est partie sans love money de mon prêt étudiant d'HEC, que j'ai débloqué le dernier jour de cours. J'ai pris 2 fois 20 000 € en prêt et je suis partie en prêt étudiant pour eh bien lancer les premières formulations et les premiers achats de matières, les premières fabrications de produits. Il faut savoir que tout le reste, je l'ai fait toute seule et sans me payer. Donc ça a été assez long comme démarrage. C'est moi qui ai codé le premier site internet. Je faisais du porte-à-porte avec ma petite mallette pour essayer de démarcher les premiers établissements, pour former, etc. Donc ça a été finalement un démarrage assez long, comme on le voit peut-être plus trop, mais c'était une époque où l'entrepreneur et le démarrage en entrepreneuriat n'était pas du tout cool. Il faut le rappeler, c'était pas forcément hyper bien vu, ni en sortie d'école, ni dans des cercles proches. Je pense que les gens avaient l'impression que je faisais un projet étudiant. Avec le recul, c'est peut-être moi qui donnais cette impression aussi, avec ma mallette et mon prêt étudiant. Toujours est-il qu'on a fait eh bien une première année bénéficiaire et toutes les années ont été bénéficiaires depuis. Donc on a toujours gagné de l'argent, mais ça a été le cas parce que je me suis pas payée pendant 3 ans. Donc voilà, 40% de croissance par an pendant une dizaine d'années. Et on y est encore entre 25 et 40. Sauf les années Covid où on a fait 70. Ça, c'était encore autre chose avec beaucoup, beaucoup d'e-commerce. Euh, On en et, parlera après. et on s'est développé pendant 8 ans dans les spas, instituts, salons de coiffure, énormément. En 2018, le marché a commencé à demander du complément alimentaire en beauté au-delà même des instituts et de la pharmacie. Donc on est rentré chez Sephora, Marionneau, Nocibé, Planète Parfum, voilà. Donc on a été très bien accueillis au moment où le secteur de la beauté s'est dit qu'il y avait une vraie place pour la beauté holistique. Et puis avec le Covid, tout a changé assez vite. Le retail s'est un peu refermé. C'est un peu plus compliqué en retail aujourd'hui pour du complément alimentaire sur le retail beauté. Mais nous, on avait disons, une ancienneté en distribution et peut-être une notoriété sur notre petit secteur qui nous a permis de nous développer au niveau distribution sur certains gros clients, sur de l'export. On vend pas mal en Chine. Donc voilà, ça s'est développé comme ça. Et puis il y a eu un vrai point structurant dont on ne peut pas ne pas parler, je pense, qui est eh bien le fait que nous avons créé notre propre outil de production et de fabrication. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé à travailler en 2020. L'usine a commencé sa construction, je pense, en 2021, tout début 2021. Et on l'a inauguré un petit peu avant l'été 2022. Aujourd'hui, on a 2800 mètres carrés de production pure au cœur de l'Allier, donc à côté de Vichy, puisque c'est un retour aux sources pour moi, puisque maintenant j'habite Vichy depuis 6 ans à peu près. Et donc, on a une cinquantaine de collaborateurs sur le site de l'Allier, à Saint-Bonnet-de-Rochefort, sur un naturopôle, et une vingtaine de collaborateurs qui sont restés historiquement à Paris, puisque la société de distribution était historiquement à Paris. Donc, on a un petit groupe avec une société de fabrication, une société de distribution. Et nous sommes le principal client de notre société de fabrication, l'usine,
qui s'appelle Kind Industry ou Delab Industrie. Et on fabrique aussi, pour l'usine, c'est à peu près 20-25%. Et sur le chiffre d'affaires global, on a un peu moins de 10% de chiffre d'affaires qui est dédié à d'autres clients que nous pour qui on fabrique. Ok. Moi, j'ai une première question qui me vient après cette présentation. Comment tu as tenu mentalement les 3 premières années où c'était dur? Qu'est-ce qui t'a permis de, tenir dans cette distance en te disant, que c'était compliqué, que ça marchait pas forcément, mais, que tu y croyais? Ah bah, j'y croyais. Moi, j'y croyais. C'est une bonne question. Ça a été 3 années extrêmement difficiles, très fondatrices, je pense, pour, ma personnalité, pour le reste du projet. Ne pas se payer pendant 3 ans, je le souhaite à personne. Prendre le risque que j'ai pris sans le savoir, de prendre un prêt étudiant, un prêt personnel pour lancer une société, je ne le souhaite à personne. Je m'étais pas du tout rendu compte en fait que si la boîte se plantait, c'est moi qui devais retourner travailler pour payer le prêt. Mais bêtement, hein. En fait, je me suis vraiment Mmh. lancée en me disant, je vois pas trop où ça peut merder parce que ça va marcher. Je pense que de là, j'ai acquis mon mantra, un peu ma philosophie entrepreneuriale que j'ai gardée depuis, et qui est je ne prends pas les bonnes décisions, je prends des décisions et je les rends bonnes. Et en fait, étant donné l'état d'esprit que j'ai eu, enfin qui était celui-ci et que je continue d'avoir, c'est-à-dire que j'envisage pas vraiment l'échec comme un échec, c'est-à-dire que chaque situation qui arrive devient une nouvelle possibilité de pivoter si besoin. Donc, il y a eu des éléments de pivot. Moi, je savais, je continue de penser fermement que notre philosophie, notre vision du complément alimentaire dans la beauté et de la nutri-cosmétique est fondamentale et va éclore, et qu'il faut trouver le bon moyen de le présenter, de le travailler, de le proposer en fait à nos clients. Donc, trouver les bons clients, trouver les bons mots, trouver le bon produit. Il y a un mix à trouver, mais je continue de penser qu'il est impossible qu'on n'arrive pas à trouver le bon mix. Donc ça a été en revanche voilà, des années qui ont été difficiles parce qu'il fallait tout faire, il fallait travailler nuit et jour dans un projet dans lequel je m'étais un peu enfermée. Effectivement, parce que c'était difficile d'en parler, hein. J'avais assez peu d'écoute active, et assez peu de personnes, je pense, autour de moi, pensaient que ça pouvait vraiment devenir une société. Je pense qu'il y a peut-être que ma Mmh. mère qui y croyait, et ma sœur, peut-être, peut-être, je sais pas exactement qui y croyait ou pas, mais en tout cas, moi, j'y croyais fermement, mais ça a été très compliqué, hein. Moi, j'avais pas de chômage, puisque j'avais jamais travaillé. Mmh. J'avais même pas le RSA puisque j'avais jamais travaillé. Donc voilà, ça a été des années un peu chaotiques, où je donnais des cours en parallèle. Enfin voilà, j'étais entre étudiante et, et chef d'entreprise, même si c'était plutôt porteuse de projet. Après, ça a été des années où je me suis régalée, forcément. Enfin, où je me suis régalée, où j'avais vraiment une immense page blanche devant moi. Et je crois que j'aime toujours autant la page blanche. Ça fait partie peut-être des caractéristiques des entrepreneurs qui créent, en tout cas, euh, d'adorer nager en eau trouble. Moi, je me sens hyper à l'aise quand je sais pas du tout où on va. Je, est-ce que ça prend pas un peu beaucoup d'énergie ton mantra? Parce que je l'adore, hein, je cherche pas à prendre des bonnes décisions, je prends des décisions et je les rends bonnes. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui en termes d'énergie, en demande beaucoup? Peut-être. Peut-être au niveau d'énergie personnelle, moi j'en ai énormément et je me nourris, mon énergie se nourrit des projets. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui je suis Mmh. très à l'aise, enfin avec quoi je suis très à l'aise. Quand on part en équipe là-dessus, c'est évidemment plus compliqué. Euh, Mmh. et ce pourquoi, euh, de toute façon, je pense que quand on grandit et quand on confie vraiment des projets à des équipes, bah, il faut absolument que les projets soient compris, connus, que chacun puisse savoir comment avancer, dans quelle direction.
Mais donc on a ça. Aujourd'hui, je demande pas à mes équipes de fonctionner comme ça. Mais j'aime bien garder une petite structure avec des personnes qui ont cet état d'esprit et qui vont commencer à presque incuber sans que du tout ce soit le terme en interne ou commencer à générer un embryon de projet et voir comment ça fonctionne. Parce que pour moi, en fait, la théorie ne remplace jamais la pratique. Tant qu'on n'a pas vendu, ça sert à rien de continuer à peaufiner son produit. Moi, j'ai besoin tout de suite, dès que j'ai une idée, de le confronter à un vrai client qui peut véritablement sortir son portefeuille à un moment. Donc, je reste assez liée au fait que un projet, c'est avant tout un accès au marché et que l'accès au marché, il est jamais théorique. Parce que un client, il a beaucoup de manières de réfléchir et d'appréhender une solution à un produit. Du coup, non, non, moi, je reste assez à l'aise avec le mantra et je pense que l'énergie qu'il demande en vaut le coup. J'ai une autre petite question qui m'est venue, comment on fait quand on est un petit acteur, comme tu l'es au début, pour se faire référencer dans des aussi grosses structures comme Marionneau, Sephora, Co? Écoute, il il a fallu un peu de temps. On a été les premiers compléments alimentaires en 2018 à se faire référencer chez Sephora. On était, un tout petit acteur, on est encore un petit acteur, mais on avait bien travaillé. Dans le sens où, on avait énormément de références, on avait énormément de, documents techniques sur les produits, on avait déjà récolté tous les labels, on avait, pas mal de fondements et une réputation assez experte et technique. On travaillait avec des spas, on travaille avec tous les Sofitel qui ont des Thalasso, de Thalassasian Spa, on travaille avec euh, le Lutetia, l'Intercontinental, voilà, énormément d'établissements 5 étoiles qui ont, je pense, contribué à donner de la crédibilité. Et c'était le plan aussi, hein, quand on est petit et qu'on se veut expert avec un produit du coup qui était au-delà des standards de qualité de la pharma, puisque pour sortir un complément alimentaire d'un canal, il faut recréer le mix marketing, pour recréer le mix marketing vers des établissements qui vendent des produits de plus haut positionnement, eh bien, il faut aller chercher plus de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait quand même passé 8 ans à faire. Donc je pense que ça a été possible de se rendre visible assez facilement. Après, j'avoue que on avait lancé des labs pour qui, bah après on travaille beaucoup en B2B, hein, on travaille par LinkedIn, on travaille par réseau, etc. Pour se rendre visible. Et je sais que on a rentré deux marques en même temps chez Sephora, puisqu'on avait lancé une autre marque qui s'appelle Birdie Nutrition, qui est la petite sœur de Delab, qui se voulait beaucoup plus gourmande, colorée, un peu moins dans l'expertise. Ça, c'était euh, une vraie envie qu'on avait eue à l'époque. Et à ce moment-là, je sais que c'était les années Covid et j'avais lancé une campagne d'affichage métro pour 3 sous en me disant, il faut que Sephora voit ça. Il faut que Sephora voit cette affiche dans le métro et il faut qu'ils prennent Birdie en même temps. Il faut qu'on crée vraiment en plus un corner complément alimentaire. Tu vois, je me disais, je peux pas arriver juste avec une offre, personne va se former à une marque, etc. Donc j'avais l'idée de pouvoir imbriquer différentes marques, différents positionnements prix, etc. Et pour ça, ben, on avait fait la pub métro. Et je sais que l'acheteuse Sephora l'avait vue et suite à ça avait fini par dire bah on référence Birdie aussi, énormément de potentiel, etc. Et du coup voilà, je pense qu'il faut bien travailler et puis se donner un petit peu des petits coups de pouce. Dans, dans ce parcours, comment tu bascules en fait de «je suis un distributeur» à «je suis un producteur-distributeur»? Ah là là. Quel a été le point de bascule qui t'a donné envie de créer cette usine? Alors moi j'ai toujours eu envie de cette usine. Faut savoir que le plan, je pense qu'il a toujours été clair depuis le début. C'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a donné beaucoup de force aussi. Quand je me suis lancée dans les compléments, je m'étais dit: «Je peux pas travailler ailleurs, j'ai pas le temps». Tu vois? Quand, je sortais d'école. Je me disais à l'époque, ça me semblait être dans Mmh. une vie, je me disais: «Quand j'aurai 50 ans, la nutri-cosmétique sera partout
Et moi, je veux absolument être un acteur qui a les moyens d'innover et d'avoir des cartes en main pour faire des choses à haute échelle. Donc, je m'étais dit, j'ai pas le temps, il faut y aller maintenant. Et dans cette logique-là, je pense que l'usine, la fabrication avait toujours été présente. Dans le sens où, si tu veux vraiment créer des produits très différenciants, bah, pour moi, il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer, il faut, alors il y a ce côté aimer fabriquer, aimer pousser l'innovation, aimer, créer un produit qui soit assez différent des autres puisque, moi je j'envisage pas une autre vie professionnelle en fait, que celle que j'ai. Donc, je sais qu'il me reste beaucoup de temps, heu et j'ai véritablement envie de pouvoir développer mon marché, de créer beaucoup d'innovations. Donc, il va falloir que j'aille sur de l'innovation produit, je pense qu'on en parlera, mais je veux faire énormément d'innovation ingrédients et le fait de fabriquer, bah, c'était important dans le plan et au-delà de ça, c'est quelque chose qui m'anime, ça fait partie je pense que c'est mon rêve de petite fille. Mon rêve de petite fille aussi, c'était de fabriquer et de fabriquer à grande échelle, la machine qui fabrique, l'entrepôt, les cartons, les caisses. Enfin, moi, j'ai jamais regardé le catalogue de la Redoute, je regardais le catalogue Raja. Enfin, c'était toujours, voilà. C'est vraiment ce qui toujours m'a en tout cas, créé de l'émotion et créer de l'envie. Donc il y avait à la fois cette envie vraiment industrielle de l'entrepôt et de l'atelier de fabrication. Il y avait le fait que je trouvais que ça s'imbriquait parfaitement dans la logique globale de ce qu'on voulait faire. Et, euh, et puis il y a eu deux éléments déclencheurs. Le premier, c'est que mon mari, en 2018-2019, on avait beaucoup trop marre de Paris et a voulu quitter Paris. Donc moi j'aime bien faire des nouvelles choses. Donc je lui ai dit ok, quittons Paris, réinventons-nous. Donc avec nos deux enfants, on est parti vivre à Vichy. Du coup à l'époque, moi j'habitais à Vichy, la boîte était à Paris. Je faisais pas mal de télétravail et ça me vidait un peu de mon énergie. Ça me rendait assez malheureuse d'être éloignée socialement d'effervescence relationnelle peut-être. Et je suis rentrée dans un club qui s'appelle APM, un réseau de cadres. Et en Mmh. fait, on se voit une Ouais. fois par mois, ce qui est assez chouette. Après, ça prend énormément de temps, donc je suis pas restée longtemps. Et j'ai eu la chance de pouvoir visiter des usines, des entrepôts, des ateliers de fabrication d'autres dirigeants qui recevaient chez eux pour faire la session du mois. Et je suis allée chez une femme qui avait une usine et c'était une usine où je me suis dit: «OK, je vois, je visualise». J'ai visualisé quelqu'un qui m'a dit: «Voilà, j'ai mis, 3 000 000 €, j'ai, appelé, telle personne, ça a duré 18 mois et maintenant j'ai ça». Et je me promenais dedans et je me disais: «OK, OK, j'ai tout compris». Tout s'est aligné dans ma tête et je me suis dit: «OK, bah, maintenant, il me faut ça». Parce que j'en ai très, très envie et parce que c'est tout à fait logique. Et en fait, ce point de départ a été, hyper intéressant. En même temps, comble de l'alignement des planètes, eh bien, mon père, juste avant le covid, a vendu sa société. Et il a donné une partie de sous. Et donc, il nous a donné à chacun de ses trois enfants 2 millions d'euros. Génial. Mon frère et ma sœur se sont achetés un appart. Et moi, du coup, j'ai remboursé quelques prêts et dettes que j'avais sur le chemin en perso. Et je me suis dit, bah voilà, all-in, en fait, c'est le point de départ pour que je crée quelque chose qui est important. Et en fait, c'était la mise de départ pour pouvoir lever de la dette. Sans faire porter le projet par ma société de distribution qui, en fait, était très occupée à financer sa propre croissance. Donc, quand on fait D'accord. 40% de croissance par an, j'ai jamais sorti un dividende de cette société ni d'aucune. Mais, et ben, en fait, elle peut pas forcément dégager du cash pour créer ce type de projet. Toujours, tout l'argent était remis pour financer le stock qui sert à financer la croissance. Donc, ça a été une super mise de départ. Le projet a été très bien accueilli sur les territoires. Nous, on est dans l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Extra, les banques ont été super, ont très bien accueilli le projet. J'ai pu lever en dette presque 4 millions.
Et c'était parti, hein. On a fait donc cette première usine euh, avec machines, etc. Et on a pu se lancer vraiment dans l'aventure euh, de ce projet qui quelque part est, j'aime bien le dire comme ça, mais parce que je pense que c'est ça, c'est le projet de ma vie, cette usine. Pour le coup, c'est ça, c'est un projet qui m'a énormément plu. C'est un projet sur lequel je me suis laissé beaucoup de liberté. On l'a fait toute seule, entre guillemets, beaucoup Juliette et moi. On avait recruté une stagiaire, Clémence, qui aujourd'hui est responsable process, qui est une super ingénieure et qui s'occupe de voilà de beaucoup des flux, des systèmes d'information dans la prod. Et on a fait ça à trois néophytes, trois femmes qui ne connaissaient rien à l'industrie. On a créé une usine et on s'est éclaté. C'est quoi les grandes difficultés justement de la création de l'usine? Le dimensionnement, c'est vraiment une idée de dimensionnement. En fait, une fois que je me suis dit: «Allez go, c'est l'usine», il a fallu que je commence à expliquer le projet à des personnes. Il a fallu que, du coup, je commence à dessiner quelque chose. Donc, je me souviens, hein, c'était l'été, j'avais pris, j'en parlais avec des amis. J'ai pris un crayon sur une serviette au resto. J'ai dessiné un carré noir et j'ai commencé à le découper en différents espaces. Et en fait, je l'ai pas gardé cette serviette forcément, mais c'est devenu ça. C'est-à-dire que voilà, au début, je pensais que j'allais commencer à imaginer quelques grands espaces, nommer des métiers, etc., et que je pourrais aller voir un consultant industriel qui me dirait comment faire cette usine. Donc, je suis allée voir plein de consultants industriels et tous m'ont dit, bon, bah, très bien, pas de problème, on va vous faire votre usine, mais dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez en termes de puissance énergétique? Qu'est-ce que vous voulez sur les flux? Qu'est-ce que vous voulez en surface d'ateliers propres? J'étais là, enfin, je sais pas, c'est vous qui me dites ça, non? Moi, j'en sais rien, je veux une usine. Et non, pas du tout. En fait, euh, étant donné que finalement, il fallait faire tout ça pour leur dire, bah, une fois que j'ai eu tout ça, bah, j'ai mis mes carrés les uns à côté des autres et on a fait les plans. Donc, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Nelson Wilmot qui a dessiné l'architecture extérieure. Parce qu'en fait, on s'est fait plaisir en Mmh. plus au niveau de, de, de l'architecture, de comment elle est. Je trouve que c'est une usine qui est magnifique. Moi, elle me plaît énormément. Donc, on a une superbe architecture extérieure et c'est une boîte noire, hein. C'est vraiment un carré noir de base. Donc, on a ce carré noir. À l'intérieur, c'est ma belle-sœur, Louisa Scotti, qui a fait toute l'archi, qui est tout en blanc. Donc, on est vraiment parti aussi sur une idée de comment on allait se sentir à l'intérieur de cette usine. Et puis, on a travaillé finalement. Il faut, ça c'est, je pense que j'ai passé énormément de temps, de nuit, de matin, etc. Pendant toute cette période Covid, je me levais à 5 heures du matin pour pouvoir travailler beaucoup sur le projet, parce qu'en fait, il faut faire en sorte que tout ce qu'on demande rentre dans le budget. Donc moi, je savais que je mettais 1,2 million, par exemple, sur la table. Ça voulait dire que je pouvais lever en dette 3 millions et quelques. Enfin, j'ai levé ouais un peu moins de 4 millions, je sais plus exactement. Et du coup, j'avais un budget. Et ce budget-là, il fallait que j'en mette une partie pour le bâtiment, une partie pour les machines, une partie pour la centrale de traitement d'air, pour les flux, pour les premiers salaires, pour les stocks, etc. Et en fait, il faut faire avancer tout ensemble. Donc, il y a pas mal de travail où on récolte les prix, etc. Parce qu'en fait, on sait pas exactement et on sait pas exactement combien coûte une machine qui fait telle capacité. Si elle a telle capacité, il en faut autant. Et on crée même bah, la largeur des couloirs en fonction. Donc, tout s'est fait un petit peu comme ça au fur et à mesure. Et au final, j'aime bien l'avoir fait moi-même, mais je ne vois pas d'autres solutions. En fait, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement que de faire avancer l'ensemble de ces éléments les uns avec les autres. Donc voilà, c'était une sacrée aventure, cette fabrication, création, construction d'usine.
Et j'ai eu des super partenaires, hein, les archis super. Et j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Forest Bâtisseur pour la construction, qui a été hyper à l'écoute et c'était très pratique de travailler avec un constructeur global et qui a pris quand même pas mal de corps de métier Mmh. pour éviter les surcoûts aussi. Cette usine, maintenant qu'elle est en place, tu prévois une seconde Bien sûr. ou pas encore? Ah bien sûr, c'est une drogue. Bah, déjà là, on a déposé le permis de construire qui est validé et on vient d'avoir les financements pour faire l'extension de cette usine. Donc, on a mis 2 800 mètres D'accord, carrés. C'était 1 700 au sol. On rajoute 1 700 au sol. Et ça fera 2 300 en tout. d'accord. Donc, on va jusqu'au bout de la parcelle qu'on avait et on fait l'extension pour aller vraiment au max. Parce que je pense que l'usine était, franchement, elle était très très bien dimensionnée et elle est très bien fichue. En revanche, on est allé plus vite que prévu sur les volumes de fabrication, etc. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il va me falloir quand même 12 à 18 mois pour bah, la construire, la mettre en pratique, il faut absolument qu'on se lance sur les extensions pour tenir les perspectives de croissance qu'on a. Donc aujourd'hui, on a l'extension et puis autant j'ai pas forcément envie d'en construire beaucoup d'autres des usines pour de la fabrication de compléments alimentaires. Il y en aura probablement Mmh. une ou deux autres, hein. Mais disons que je dis ça, mais c'est vrai parce que les groupes industriels, ils ont souvent une dizaine d'usines. Ils reprennent des sites, ils font des fusions, ils reprennent à plusieurs. S'il leur faut une nouvelle ligne de liquide, par exemple, ils vont trouver un lieu pour faire une galénique différente. Euh, et c'est pas comme ça que j'envisage les choses parce que moi, j'aime bien être au cœur de mon travail. Donc, moi, je peux tout simplement pas aller dans 10 endroits différents tous les mois. C'est pas possible, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, euh, on va rester très centré, je pense, hein, c'est le plan, dans l'Allier. Et on va en revanche beaucoup travailler sur la verticalisation de notre activité. Et donc, la prochaine usine qu'on va monter d'ici 2 3 ans normalement, ce sera une usine de transformation d'ingrédients végétaux. Et j'ai déjà réservé le terrain qui est voilà juste à côté de notre usine pour pouvoir le faire et on lance un programme de recherche et développement pour justement arriver à un bon dimensionnement de cette usine en sachant sur quels végétaux on va travailler, quelles molécules actives on va extraire et quel process on va avoir. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui comporte une partie d'innovation, donc sur lequel c'est un peu plus long au niveau du travail amont, mais c'est sûr il y en aura au moins une autre usine. Tu t'es jamais posé la question de racheter un de tes fournisseurs? Si, alors un fournisseur non. De racheter des sociétés pour les ingrédients, j'y ai pensé. Euh, D'accord, mais les sociétés d'ingrédients sont fortement évaluées et donc elles sont très chères. d'accord. Il y a quand même des dimensions quand on veut innover sur de la R&D. Et je me suis dit, bah en fait, en vrai, je vois comment il faut faire, donc autant le faire. Voilà, c'était et donc je me lance là-dessus et en plus comme je connais pas tellement le secteur, je préfère le commencer à petite échelle. Moi je reprends pas mal de temps, je passe du temps sur le projet avec les équipes, on a une petite équipe de 2 personnes qui travaillent dessus et puis après il y a des synergies avec les équipes actuelles. Mais j'ai repris quelques cours, enfin j'ai pris quelques cours en cursus ingénieur agronome à Clermont-Ferrand à l'université. Euh, il faut que je comprenne bien de quoi il s'agit avant de pouvoir acheter, tu vois, de mettre quelques millions sur la table pour avoir une société qui fonctionne ou autre. En fait, tant que je comprends pas exactement où on va, j'ai un peu du mal à sortir le portefeuille. Bah, parce qu'en fait, il Je faut comprends. hiérarchiser ses projets aussi. Enfin, Dans toute l'aventure d'e-Labs, heu, c'est quoi les recrutements qui ont été les plus structurants? écoute, les recrutements, il y a peut-être 2 choses que je peux répondre à ta question. Déjà, on n'a jamais réussi à recruter quelqu'un, heu,
qui venaient pour faire de la direction ou pour avoir un rôle structurant. On a essayé 2 fois, et ça s'est pas hyper bien passé. Hem Et du coup, c'est quelque chose qui, en tout cas, voilà, est un peu compliqué. Alors, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi, forcément, hein. Est-ce qu'on était mauvais en Mmh. recrutement? Très probable. On a mis pas mal de moyens, on a formalisé, des systèmes, des pipes de recrutement, pour arriver à bien exprimer à la fois ce qu'on voulait, ce qu'on demandait, comment on se présentait nous-mêmes, quel type de profil prendre, quelle fourchette de salaire proposer, etc. C'est bon, là, on s'est un peu remis en question. Moi, je pense que, étant donné que l'un de nos grands défis avec l'intégration d'une société de production, c'est vraiment la croissance. Quand on veut faire un recrutement différenciant et structurant, eh bien, on va chercher quelqu'un qui est habitué à faire une gestion de ce vers quoi on va, enfin une bonne gestion, sauf que nous, on n'a pas encore ce système. Et du coup, quand la personne arrive, il faut qu'elle le mette en place. Et au fond, je pense que c'est pas les mêmes profils qui mettent en place et qui développent hyper bien. Il y a, voilà, la réflexion, c'est où j'en suis dans ma tête à ce jour. Je me dis qu'il y a des profils un peu différents. Donc aujourd'hui, on essaye de beaucoup mettre en place nous-mêmes, même si ça pourrait être mieux fait, en se faisant accompagner avec des consultants aussi quand il le faut, euh, pour arriver à créer un peu un cocon dans lequel on pourrait éventuellement faire un recrutement par la suite. Et du coup, mon recrutement le plus structurant, c'est Juliette, qui est aujourd'hui ma directrice des opérations et qui, il y a 8 ou 9 ans, est rentrée en stage chez nous. Donc, à Paris, elle est rentrée en stage. Et en fait, on s'est très bien entendu, mais avec le temps, hein. Et surtout, Juliette, c'est quelqu'un qui s'est un peu formé à côté et qui a une passion qui s'est qui est arrivée comme ça et j'adore ça. Elle a une passion pour la structuration d'entreprise, qui est venue et je pense que c'est elle qui a impulsé et qui porte complètement, la structuration qu'on a opérée il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, et qui était tout à fait nécessaire pour qu'on franchisse des paliers en termes de croissance à venir. Je pense que sans structuration, on pourrait pas Mmh. aller plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Et tout ce processus qu'on a mis en place devrait pouvoir nous assurer pas mal de croissance dans les années à venir. Et donc, bravo Juliette. Juliette, elle est basée à Paris ou elle est dans l'Allier? Juliette, elle est basée à Paris, mais alors elle fait énormément la navette, l'aller-retour. Pour le coup, elle compte pas son abonnement train corail, hein. Ouais, elle est super, elle est présente sur tous les fronts. Comment justement on arrive à créer une entreprise, enfin, comment on arrive à créer un esprit d'entreprise avec 2 sites, distants et faire que, les valeurs, des 2 de l'entreprise soient aussi bien représentées dans l'un que dans l que de comme dans l'autre? Bah, je sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question parce que c'est difficile. Je ne cache pas que ça peut être compliqué. Ça fait partie des défis qu'on doit relever et sur lesquels on passe du temps et on s'attarde. On tente un peu des solutions. Je pense que dans un premier temps, il faut revenir aux bases, hein, quand on est devant quelque chose de difficile. Donc nous, on a commencé par beaucoup se poser la question de qui on était, quelles étaient les valeurs à transmettre, quel était l'état d'esprit dans lequel on voulait que les gens se mettent pour redonner la même base un petit peu à tout le monde. Ensuite, il y a le phénomène de structuration côté RH qui est fondamental parce que il faut que chacun soit à la bonne place et sache qui est son interlocuteur pourquoi. Donc là, comme on est un peu en train de créer ces organigrammes, ces structures d'équipe, etc., c'est pas forcément hyper évident, mais on y arrive et donc les gens commencent à vraiment se positionner, savoir quel est leur écosystème. Et puis je pense qu'il faut pouvoir donner beaucoup de visibilité, visibilité sur là où on va.
Donc que tout soit hyper lisible. Il restera une étape pour nous, voilà, qui reste dans les mois à venir, qui est sur notre liste. Ça va être de vraiment donner des systèmes de motivation et qui soient très comparables, voire identiques, au-delà de CSE différents, au-delà de conventions collectives différentes, au-delà de tout ce que nous, on peut pas juridiquement fusionner complètement. Il faut que les chiffres soient identiques. Il faut éviter, nous, on avait, je pense, fait cette erreur dans les premiers temps où on avait vraiment apporté une nouvelle société, la société de fabrication, qui était une société à part de la société de distribution historique, alors qu'en fait, c'est un groupe. Enfin, il peut pas y avoir de marge interne qui se perd au milieu. Il peut pas y avoir deux résultats différents qui sortent et sur lesquels on communique. Les chiffres d'affaires, ça marche pas parce qu'en plus, en consolidé, on annule évidemment tout ce qui est fait entre une entreprise et une autre. Et du coup, là, on est en train d'essayer de pousser au maximum, quitte à ne plus vendre nos produits de la société de fabrication à la société de distribution qu'une fois qu'elle-même les a vendus. Donc faire porter l'ensemble du stock à la société de fabrication. Ça, c'est l'une des idées qu'on va avoir pour enlever toutes les marges internes, améliorer la lisibilité sur le chiffre d'affaires. Tout ça, ça nous semble très très important et puis pouvoir justement trouver des indicateurs communs sur lesquels positionner des objectifs et des systèmes de motivation. C'est difficile de recruter dans l'Allier ou pas? Écoute, nous, on a beaucoup de talent, on est très contents. Je pense pas que ce soit Mmh. difficile spécifiquement. Euh, Peut-être sur certains métiers techniques, mais je pense que c'est difficile à peu près partout. On a eu la chance d'avoir pas mal de communication quand on s'est implanté. Mmh. Communication, relais locaux, etc. On a été très très bien accueillis. Donc la société est un petit peu connue localement, ce qui permet aussi d'attirer des talents. On a pas mal de candidatures spontanées. Non, je peux pas dire que ce soit vraiment difficile, même si voilà, on sait que ces dernières années, il y avait eu des quand même pas mal de sujets de recrutement. Sur nos territoires, ça se passe bien et on arrive surtout à avoir des personnes qui habitent tout à côté. Nous, on est implanté en milieu rural. Donc, on pourrait se dire, ah là là, mais personne va venir travailler chez vous, mais c'est pas vrai qu'il y a personne qui travaille en milieu rural. Enfin, et au contraire, du coup, on a attiré des personnes qui faisaient parfois presque 1 heure de voiture 2 fois par jour pour aller travailler très loin et qui aujourd'hui travaillent à 5 minutes de chez eux. On a des gens qui viennent en vélo. Et donc, on représente une attractivité réelle au niveau des temps de transport pour une bonne partie de nos collaborateurs et collaboratrices aujourd'hui. Du coup, c'est quoi les grands profils que tu recrutes en ce moment? Aujourd'hui, je recrute pas mal dans la supply chain, process supply chain, ordonnancement. Ça, c'est un pôle qu'on est en train de structurer, sur lequel on veut vraiment se centrer, puisque l'un des grands défis aussi enfin, amené par le fait d'avoir sa production. Et ça, je m'en étais pas forcément rendu Mmh. compte dès le début. Je savais pas que ça nous emmènerait ici, mais en même temps, c'est tout à fait logique. Quand on produit, eh ben, on est beaucoup plus concerné par le fait d'avoir le stock qu'il faut au moment où il le faut, sinon on se pourrit soi-même un peu. Donc, il faut absolument avoir une vision très claire de ce qu'on sait sortir et de ce qu'on a prévu de sortir. Donc en fait, là où quand on était distributeur, on n'était pas forcément très concerné par cette logique, on se disait bah je vais commander, ça arrivera, etc. Même si c'est pas tout à fait vrai parce que c'est une logique, mais dans le concret, en fait la plupart du temps quand même vos fournisseurs vous livrent pas dans les temps. Et en fait, on se retrouve en rupture, mais on est juste un peu le bec dans l'eau en disant: «Oh, c'est pas cool, je suis en rupture, la personne, n'est pas très sympa», en gros, pour schématiser. Mais on est un peu
un peu impuissant. Alors que là, quand on sait qu'on se commande à soi-même, moi je m'en suis rendu compte par deux manières différentes. La première, c'est que quand on était en rupture de stock, justement quand on avait trop vendu, eh bien, on avait un peu cette idée de oh là là, mais la prod, il devrait fabriquer plus vite, il me faut une urgence, il me faut sortir tant de produits pour mon client hyper premium tout de suite. Et quasiment instinctivement, on avait l'impression que la prod devait produire plus vite. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec des capacités de production. C'est pas à des opérateurs opératrices de produire plus vite. Et d'ailleurs quand on fait un petit zoom arrière, bah souvent ça peut venir de partout. Hein. Soit les achats pro avaient pas été prévenus assez vite, soit ils avaient pas les bonnes dates de lancement, ou il y avait un étui qui était resté sans validation, qui avait pas été imprimé. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être en achat pro, en graphisme, en développement de produits et évidemment les prêves. Donc tout ce qui est prévision au niveau des clients, est-ce que la com a poussé le produit sur lequel on avait du stock, etc. Donc c'était véritablement tout ça et toute la chaîne qu'il fallait remettre en ordre de marche. Et, euh, et c'est cette vision-là qui a vraiment été mise à l'importance quand on a vu qu'il y avait quand même des tensions à la fois sur la rapidité de production et sur les uns et les autres sans qu'on puisse vraiment rien y faire. Donc notre phénomène de structuration, ça a été vraiment redécouper ce système de communication, les différents pôles de chacun. Donc d'un côté, ça a été ça. Et de l'autre côté, ça a été aussi peut-être faire le tri dans tous les projets qu'on avait. Parce que si les gens se parlaient peut-être moins vite, etc., bah c'est pas que ils se parlent pas ou qu'ils sont inefficaces, pas du tout. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Je pense que c'est quand justement potentiellement moi, eh ben on leur demande de travailler sur trop de projets en même temps. Donc il faut véritablement se centrer et savoir rappeler quels sont les projets transversaux qui vont inclure les différentes personnes et que je crois que on s'est dit il peut y avoir maximum 4 projets par an de grande taille, etc. De façon à ce qu'ils soient dans tous les pôles et que quand quelqu'un demande une information sur un projet, ce soit aussi un projet prioritaire pour son interlocuteur, de façon à ce qu'il obtienne des réponses. Donc voilà, on a aussi un peu centré tout ce qu'on voulait faire, centré aussi la façon de travailler avec nos clients. On a un peu plus imposé et un peu moins subi différentes manières de travailler qui étaient potentiellement très différentes les unes des autres de la part de différents acteurs. Donc ça, je pense en tout cas que ce travail qu'on a réalisé fait partie des raisons pour lesquelles de 10 millions, on peut passer à 30 millions dans les prochaines années en termes de CA. Parce que bah justement, on sait ce qu'on veut, on est organisé pour, on est focus. Et je sais que c'est comme ça que je vois les choses, mais de 0 à 10 millions, enfin, on prend tout. Tout type de prospect qui vient et qui demande, enfin, on essaye de répondre. Moi, je sais que j'ai créé des marques pour des gens qui aimaient pas le verre, qui assurent nos produits, par exemple. Enfin, voilà, il y avait pas de possibilité de louper une vente. Donc tout était réponse aux demandes de marché. Et aujourd'hui, bah, justement, en fait, on essaye de segmenter. Et les personnes qui sont pas dans nos tailles de lot cibles, qui rentrent pas un peu dans la façon dont les équipes savent s'organiser, bah, du coup, ils deviennent un peu moins prioritaires chez nous. En tout cas, on lâche plus comme on lâchait avant, bah, en- pour protéger les équipes, pour protéger notre efficacité, nos délais, les systèmes d'appro, etc. Comment tu as formalisé, toute cette stratégie pour la communiquer aux équipes? Alors, on a fait des réunions managers. Donc, on a fait notre comité de managers avec des réunions sur lesquelles on fait des ordres du jour, où on place un peu, un peu bah, l'ensemble des étapes aussi du phénomène de structuration. On a beaucoup travaillé sur les cartographies métiers.
avec des rôles, des fonctions, des objectifs, des outils, des compétences clés. Si les personnes dans les équipes n'ont pas forcément les compétences, on va les former. Ça, c'est quelque chose, voilà. Donc, on a une grosse cartographie métier. On s'est fait accompagner dessus par des consultants RH. Euh, on a formalisé l'ensemble des objectifs. Donc, on a formalisé la stratégie globale. Et en fait, c'est cette stratégie qui redescend en fait à chaque fois sur les différents niveaux hiérarchiques. Donc, et chacun redécoupe pour les personnes qui sont dans son équipe. Donc, donc voilà. Et ça, c'est un document, Pardon. Excuse-moi. pas de C'est souci. un Je document. connais le pro C'est un document. Ouais, on a ce document-là et ensuite sur les objectifs redécoupés, etc. Nous, on le fait passer sur notre document d'entretien d'évaluation annuel où c'est formalisé là-dessus. Et du coup, il y a 2 fois par an où les objectifs en fait sont préparés et formalisés. Alors, personne ne doit arriver à son entretien d'évaluation annuel ou semestriel parce que, en tout cas, en découvrant son objectif. Les objectifs sont travaillés en binôme avec le manager en amont, mais en tout cas, c'est reformalisé à ce moment-là. Et ça nous permet vraiment de valider aussi que bah, c'est bien les mêmes objectifs qui sont chez tout le monde, en fait, et que tout le monde l'adapte et le découpe selon son pôle. et toi, en tant que dirigeante, comment tu mets à jour, justement, les objectifs stratégiques de l'entreprise? Alors, j'essaye de pas trop les changer déjà. Euh, je crée des stratégies, c'est-à-dire que là, j'ai créé une stratégie, par exemple, qui va nous emmener à 30 millions d'euros d'ici 5 ou 6 ans. Donc, ça, c'est un peu la logique. Et cette stratégie-là, elle a été gravée dans le marbre, présentée. On a aussi 2 fois par an où on présente à la fois les objectifs, les stratégies, enfin, stratégies, objectifs, résultats à date et objectifs chiffrés à aller chercher sur les périodes à venir, 2 fois par an, avec l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. Et ces objectifs-là, bah, en fait, le plan, il est déjà fait pour les 4 ans à venir. Donc, le plan sera adapté si jamais il y a besoin. Mais aujourd'hui, la stratégie est faite et l'ensemble des objectifs a déjà été découpé sur 5 ans. Mmh. Et tu as un comité, avec lequel tu les suis? C'est ton comité de manager? Ça se passe comment, en fait? Écoute, pour l'instant, c'est un peu neuf pour les suivre, étant donné que, comme toute entreprise peut-être de notre taille, on a quand même le sujet aussi de bien faire remonter les chiffres. Bien faire remonter les chiffres en temps voulu, etc. Euh, Parce que bah, s'il s'agit de juste suivre un chiffre d'affaires, c'est quelque chose. Mais bon, si on a un objectif de marge, suivre la marge, en fait, pour nous, c'est pas si simple. Il faut savoir quel type de marge, comment on redistribue les frais variables, voilà comment ça se positionne dans des équipes qui bougent pas mal. On est en train de s'équiper au niveau système d'information aussi. Donc voilà, je peux pas te dire qu'on le suit véritablement en comité et que ça aide. Parfois, on tente des comités. En fait, on n'a pas forcément suffisamment d'outils pour que ce soit hyper intéressant et challengeant et motivant et et impactant au niveau de ces comités-là. Donc, on fait voilà différentes réunions aujourd'hui pour les suivre et c'est surtout chaque manager est responsable de pôle aujourd'hui qui a beaucoup d'autonomie, de responsabilité, qui va présenter un peu à la fois les raisons pour lesquelles il atteint ou pas et les moyens dont il aurait besoin pour atteindre ou pour faire voilà un peu différemment. Donc c'est beaucoup dans les mains des responsables de pôle. On a 17 pôles et c'est l'échelon central chez nous. Ouais, le responsable de pôle, c'est pas un directeur
un directeur de département. En fait, on est organisé en départements, type le commercial, market com, la prod, les achats à pro supply, etc. Donc voilà, c'est vraiment le responsable de pôle qui a beaucoup de cartes en main chez nous. C'est quoi tes grands défis, toi, aujourd'hui? Et tes grands objectifs? Eh bien, ça va être de grandir, continuer à grandir, aller chercher des clients. Moi, j'ai envie d'aller chercher des gros clients parce qu'on s'amuse beaucoup en supply. Et donc de sortir un peu de nos frontières potentiellement, aller chercher différentes manières de d'envisager le business. Et comme on s'amuse en supply, en fait, des gros clients dont on peut vraiment avoir des prévisions pour sortir les produits, etc. Les avoir en temps et en heure et arriver à dérouler un objet, enfin, un plan chiffré qui est assez précis. Ça me plaît énormément. Donc on a des gros défis objectifs en supply qui sont, comme je dis, c'est la supply, mais qui vont amener le tout. Hein, ça joue sur notre politique commerciale, ça joue sur notre politique de communication. Donc on a cette croissance très respectueuse de la production, qui est importante. Ensuite, on aura des objectifs d'augmentation de marge parce que c'est pas quelque chose qu'on monitore beaucoup aujourd'hui. On est vraiment centré sur sortir des produits. Donc, on aura marge et après toujours amélioration de nos délais, puisque ça m'amuserait bien. Et dans cette idée d'améliorer énormément les délais, nous, ce qu'on aimerait énormément mettre en place, c'est le fait de créer des nouveaux ingrédients, entre guillemets, c'est notre programme de R&D basé sur l'ingrédient, qui puisse donner énormément de singularité à nos produits. Puisque aujourd'hui, je trouve qu'en cosmétique en général et beaucoup en complément alimentaire, en fait, on parle de produits, mais c'est des produits qui combinent des actifs. Les actifs, c'est eux qui ont la valeur, c'est eux qui ont la marge, c'est eux qui ont les études aujourd'hui. Hein. La plupart des études cliniques sont sur des actifs, des ingrédients qui sont du coup achetés par différents acteurs. Et en fait, si nous, on veut être un acteur mondial qui compte demain, eh bien, je vois pas comment on peut le faire en étant dépendant de nos fournisseurs d'ingrédients en ayant les mêmes actifs que tout le monde. Il va forcément falloir qu'on arrive à pousser notre différenciation et notre singularité au-delà de avoir un produit, une marque, une image et une usine de fabrication. Donc, on va énormément investir sur l'ingrédient qui soit évidemment clean, végétal, naturel, local, et qui soit énormément concentré en molécules actives. Et ça, c'est notre défi pour demain et ce qui fera que je pense que la boucle sera bouclée et qu'on pourra prétendre à être un acteur qui compte au niveau mondial quand on aura ça. Mais ça fait un moment que c'est impulsé puisque justement, en même temps que qu'on a lancé la fabrication de l'usine, on a investi dans une société qui fait de la R&D en sélection variétale, qui est sur notre Naturopole. C'est une société incroyable qui s'appelle Predive. On en a à peu près 25% avec le groupe Pilège Industrie, enfin Pilège, avec Green Tech et Dome Pharma, qui sont des acteurs industriels locaux qui sont incroyables, avec des dirigeants du coup super qui m'ont énormément appris. Donc il y a un écosystème dingue. Et en fait, on va avoir 11 enceintes climatiques dans lesquelles on fait pas de production de végétaux, on fait uniquement de la recherche et développement et on va tester quel parcours cultural, quel type de variété sur une plante va donner le plus de molécules actives directement sans travailler la transformation encore. Donc on a toute cette expertise et on fait des études déjà depuis 4 ans avec Predive pour savoir vraiment quelle variété, quel itinéraire technique. Et puis là, on fait le programme de R&D sur comment transformer au mieux une plante pour garder en natif toutes les molécules actives. Et ça va nous permettre à la fois d'avoir, je l'espère, un véritable impact écologique. Parce que c'est important. Enfin, ça fait partie de nos valeurs socles aussi, hein, le sociétal en général. Donc,
on est très intéressé par l'humain, mais c'est aussi beaucoup par l'écologie et la planète. Et en fait, moins on utilise d'extraits, de solvants chimiques, moins on va utiliser d'énergie pour transformer les plantes, plus on va se concentrer sur leur concentration native en principe actif, et bien plus on va réussir à euh, mettre moins de plantes pour avoir plus de concentration ou avoir beaucoup plus de concentration et donc beaucoup plus d'efficacité. Et une fois qu'on aura ça, eh bien on aura, à mon sens, toute la chaîne. Le dernier truc qu'on pourrait rajouter, ce serait pour faire déployer des études d'efficacité, etc., pas mal de tests, et travailler vraiment l'efficacité au niveau des produits, puisque on a à cœur de revoir l'ensemble à chaque fois qu'on se dit bah on veut revoir la prod, on veut revoir ça. C'est vrai que c'est mon rêve de petite fille et je trouve que ça peut être intéressant ou pas de le dire, ou je sais pas si ça peut paraître un peu naïf de dire ah c'était mon rêve de petite fille de faire une usine. Ouais, mais en même temps c'est une pièce maîtresse dans le fait de pouvoir garder un produit qui sera beaucoup plus efficace, parce que pour aller sur de l'innovation, pour augmenter l'efficacité, pour continuer à redonner de la crédibilité aux compléments alimentaires, qui est un produit qui me plaît parce que je le trouve logique, et qui me plaît aussi parce qu'il est un peu malmené. J'aime bien les luttes et les combats. Et du coup, le complément alimentaire, il y a énormément de gens qui vont dire, qui détestent, que c'est de l'arnaque, que ça marche pas. Bah, j'ai envie de dire, évidemment, il y en a qui marchent pas, mais parce que un ingrédient n'est pas égal à un ingrédient. En revanche, si on utilise tant de principes actifs, voilà, pendant tant de jours, voilà, on a énormément de preuves scientifiques et on a une efficacité qu'on peut véritablement aller chercher. Et je pense que comme ça, on va pouvoir aussi redorer eh bien l'image de ce produit, et améliorer aussi l'utilisation des compléments et de enfin des actifs augmentés au quotidien. Et ça, je pense que ça pourra avoir un véritable impact sur la santé et la prévention santé, et la beauté en général des personnes. Tu as dit, au début en réponse à la question, que, tu avais envie d'aller chercher les plus gros clients. Tu es toujours, présente sur les ventes, toi? Ouais, j'adore ça. Effectivement, moi je travaille pas mal sur le pôle commercial. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gardé la D'accord. direction du pôle commercial, même si c'est pas bien de le dire comme ça, et donc j'essaye de plus dire depuis quelques mois que je suis aussi directrice commerciale, parce que ça me fait porter un rôle dans l'entreprise que je porte pas suffisamment bien. Donc, en fait, ça enlève des responsabilités aux responsables de pôle, justement, parce que derrière, on a le pôle digital, pôle B2B, pôle client externe, pôle nouveau marché, etc. Et donc, il faut pas qu'ils puissent s'appuyer sur moi, parce que je le fais pas forcément assez bien, mais je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'à la base, je suis d'un profil commercial, et que j'aime ça, hein, j'aime le contact, j'aime parler, et je me nourris beaucoup, en fait, des interactions avec les clients et les prospects. Comme un peu je disais au début, le tout c'est l'accès au marché. Donc moi j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin de les Ouais. satisfaire, de comprendre leurs demandes, comprendre tout ce qu'on peut faire pour eux. Donc c'est effectivement mon pôle de prédilection. Et tu dirais qu'en tant que dirigeante, tu as besoin de progresser dans quel domaine? J'ai besoin de progresser plutôt sur tout ce qui va être supply, finance, ce que j'ai un peu mis de côté parce que c'était activité avant tout. Et tant qu'on a une usine, enfin une société qui est rentable, c'est quelque chose. Bah, c'est mon profil, hein. Mmh. J'ai fait 4 ans de finance à Dauphine, et après j'ai toujours aimé ça, la supply, mais je m'en suis ça fait un peu longtemps que j'ai pas mis les mains dedans véritablement, pour aller chercher des leviers de financement. Après, ça peut être important pour aller plus loin. Je pense que dans les prochaines années, je vais plus me centrer aussi sur ces métiers-là. On n'a pas de DAF aujourd'hui. Donc, si on a quelqu'un, bien l'accompagner, mettre un peu les mains dedans avant que la personne ne puisse arriver. Je pense qu'on va bientôt ouvrir le poste, Mmh. euh, de façon à mieux gérer peut-être
les flux d'argent et puis mieux regarder comment on peut justement investir. Euh, Ça, c'est quelque chose qui manque un peu, qu'on fait un peu sur le pouce et du coup on va pas forcément assez de l'avant dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Comment tu, préserves ta vie perso? Enfin, comment tu préserves un équilibre, mental et personnel, professionnel, si on veut? Et quelles sont les routines que tu t'es mise en place pour justement te préserver toi dans la durée? Alors, j'aimerais bien faire du sport, mais je suis pas très forte. Non, ouais, pour me préserver dans la durée, en tout cas, c'est du sport. Il faut que c'est toujours sur ma petite liste. Mais j'aime beaucoup ça. Et après, moi, j'ai une vie personnelle que j'ai vraiment imbriquée avec ma vie pro et ça marche très bien. Puisque quand on est parti à Vichy il y a quelques temps avec mon mari, il a gardé, il a une société dans les pompes hydrauliques et donc il n'a pas pu vraiment la déménager et il travaille toujours 2 jours par semaine à Paris. Moi, je travaille 2 jours par semaine à Paris. Mmh. Donc, en gros, il fait lundi, mardi, je fais mercredi, jeudi. Et on se voit vendredi, samedi, dimanche. C'est génial. Pour nous, en tout cas, c'est un rythme qui nous convient extrêmement bien parce qu'on est toujours trop content de se voir. Donc, voilà, avec mon mari, ça fonctionne. Du coup, on s'organise des moments, on fait des choses qui nous plaisent en famille, etc. Et avec les enfants, je trouve que c'est hyper bien parce que quand je suis justement avec eux, bah, je les amène à l'école, je vais les chercher à l'école. Mes enfants, ils ont 8 et 10 ans. Je passe énormément de temps avec eux. On joue, on cuisine. Voilà, on a vraiment des moments de qualité qu'on a un peu découpés à notre manière. Et du coup, ça fonctionne bien. Je pense que c'est des moments qui m'oxygènent beaucoup. Et moi, autant je réfléchis et je travaille beaucoup, hein, je travaille le soir, le matin potentiellement, donc je réfléchis, mais c'est pas quelque chose, je pense que je fais porter à ma famille, puisque j'essaye de leur parler travail un minimum et de garder ces projets-là pour moi par ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, c'est ma vie, en fait. J'adore ça. En fait, j'ai ma vie de famille et on a toute notre vie et c'est le plus important pour moi. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui a besoin de guider des projets, de prendre des décisions, etc. Et disons que je passe tout ça au lieu d'imposer des choses à ma famille et dans ma vie perso et à mes proches. Bah, je pense que je le fais beaucoup au travail et du coup, je suis hyper épanouie avec pas mal de créations et d'avancées par ailleurs. Et c'est un bel équilibre qui me fait tenir assez simplement en fait. C'est quoi l'erreur que tu as faite qui était la plus enrichissante? Hem, une erreur. J'ai fait des erreurs, c'est une colle, une erreur enrichissante. Comme je te l'ai dit, je réfléchis pas trop en Ou tu as le termes plus appris, ouais. d'erreurs. Je sais pas en fait, je considère pas que c'est des erreurs, vu mon mantra, c'est des étapes. C'est ce que j'allais dire. Après oui, pardon. C'est ça, c'est des étapes, donc je pourrais pas t'en donner une comme ça, sachant qu'aujourd'hui, il y en a eu sûrement 1000. La plus enrichissante, je sais pas quoi te dire. Est-ce que j'ai investi, mal investi? Il y a des choses que j'ai fait, il y a des clients, en qui j'ai cru et ça n'a pas marché. Heu Après, je pense que les plus grosses erreurs que je fais, c'est quand je demande aux gens de faire trop de choses et que du coup, ça les perd. Enfin, très clairement, hein. Et ça, j'y travaille Mmh. énormément. Euh, et après, j'ai peut-être fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs sur des contrats, des erreurs de trucs, des erreurs. Mais dans l'absolu, je pense que ça va. J'aime pas répondre, bah, je fais pas d'erreur, mais Mmh. enfin, je le visualise pas comme ça. Du coup, je suis désolée, j'ai du mal à répondre à Ouais. la question. Tu as eu des grands moments de doute? Et du coup, tu as eu des grands moments de doute? Grand moment de doute, jamais. J'ai jamais douté.
En tout cas, j'ai jamais douté des projets, j'ai jamais douté. J'ai eu un moment où j'étais assez, peut-être assez épuisée émotionnellement. C'était le moment où on est arrivé à Vichy et où la boîte de la société de distribution du coup avait 10 ans. Et j'étais fatiguée de Mmh. me dire que ma vie, ça allait être de vendre des compléments alimentaires à des parfumeries et que il fallait que je prévoie des nouvelles campagnes de com et tout. Et c'est vraiment une étape où je me suis sentie appauvrie à l'intérieur euh, et j'avais pas envie de ça. Et c'est là où le projet de l'usine est venu en fait. Je me suis dit bah non en fait, j'avais besoin, je pense, d'un autre projet parce que c'est difficile aussi quand on est un entrepreneur et qu'on a ces beaux plans et qu'on adore ce qu'on fait, etc. Moi, parfois, je dis à des collaborateurs ou à mes amis, je leur dis, mais vous pouvez changer de vie en rien. En 2 mois, 3 mois, ça y est, vous avez trouvé un nouveau boulot. Vous pouvez même changer de ville. Vous pouvez tout changer quelque part. C'est extraordinaire ce confort-là d'être salarié. On se dit bah ouais, vous pouvez réinventer votre métier, vous pouvez changer, vous pouvez avoir plus de responsabilités, changer de secteur. Et moi, j'ai pas ça en fait. La société, je vais pas l'abandonner. Et ça, c'est sûr, et je ne le souhaite pas. Et c'est pas l'abandonner, je pourrais très bien la confier mais en tout cas, moi, je ne veux pas qu'elle m'abandonne. Je suis complètement liée à cette aventure entrepreneuriale et encore pour un moment. Euh, mais du coup, c'est un peu un fil à la patte quelque part. Et du coup, la façon que j'ai de pouvoir le faire évoluer, c'est de faire évoluer l'aventure. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de projets et que on va sans arrêt aller chercher des secteurs aussi qu'on ne connaît pas. Parce que moi, ça m'oxygène énormément et je pense que j'en ai besoin. Bah, écoute, c'est intéressant tout ça. Je crois que j'avais une dernière question, à te poser. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose? Non, écoute, je trouve que tes questions sont super. Euh, Bon. Mais il y a quelque chose, en tout cas que je pourrais rajouter que j'aime bien dire ou en tout cas que j'aurais envie de dire, c'est que peut-être que ça peut répondre aux questions des erreurs ou autres, mais je pense que ce ce qui est très important en tant qu'entrepreneur et peut-être en tant que professionnel, c'est de se dire que si on ne sait pas ce qu'on veut, on peut pas l'avoir. Et ça, pour moi, c'est assez important de toujours, dès qu'il y a un moment de doute ou quelque chose qui flanche, de se redire, voilà, on va se refaire un plan qui est dynamique. Et peut-être que certaines fois où j'ai laissé passer des choses, c'est quand j'étais un peu dans l'attente d'être choisie, l'attente de savoir si les gens allaient être intéressés. On attend une réponse, on attend quelque chose. Et en fait, le fait d'être dans l'attente, ça nous positionne, je trouve, pas du tout dans le bon sens. Je pense qu'il faut véritablement savoir ce qu'on veut pas, savoir comment on va aller le chercher. Et en tout cas, ça donne des jolies colonnes vertébrales pour pouvoir avancer au mieux. C'est peut-être ce que je pourrais rajouter. Tu nous as dit que tu faisais partie des APM à un moment. Aujourd'hui, tu fais partie d'autres clubs, de réflexion? Non, non. J'échange beaucoup de manière informelle avec des entrepreneurs des écosystèmes, que ce soit d'INVB, cosmétiques, etc. Donc, j'ai finalement un très joli et très précieux réseau assez informel. Et, et du coup, aujourd'hui, je préfère ça plutôt que d'avoir quelque chose de trop codifié. Après, ça m'intéressera sûrement par la suite. Mais là, je suis dans une phase où je suis plus basée sur des échanges amicaux informels. Et tu as des mentors aussi avec qui tu peux échanger régulièrement ou pas?
Oui, bah, un peu dans la sphère, comme, ce que j'explicitais. Ensuite, moi je tra enfin, si j'ai des questions ou des questionnements ou des sujets, je sais que j'en parle souvent à mon père qui est mon mentor numéro un, hein, qui, me dit jamais quoi faire, mais qui souvent m'apporte un regard qui est, assez éloigné, qui peut être assez éloigné du mien et qui est très vision globale. Mon père, il m'inspire parce que c'est toujours il me remonte pas d'un cran, il me remonte de 4 crans, enfin, il m'emmène toujours au-dessus des nuages pour me recentrer sur l'essentiel. Souvent, il dit une petite phrase, souvent en anglais, avec comme ça un petit air pince sans rire, et c'est bon. Enfin, toutes les portes s'ouvrent. Je récupère la vision. Donc voilà, il est quelqu'un d'extrêmement précieux dans ma vie. Un ami de mon père qui s'appelle Philippe Laurent, qui est le fondateur de Pilège Industrie, en face de qui on a implanté l'usine donc à côté de Vichy, est devenu aussi un de mes mentors. C'est quelqu'un qui est extrêmement disponible, que j'adore, donc avec qui on a créé Prédiv. C'est lui qui m'a emmené très gentiment dans l'aventure, qui m'accompagne beaucoup et qui m'aide sur tout ce qui est vision au niveau de l'industrie, amélioration des processus de qualité, des processus techniques, qui partage énormément avec moi, qui m'aide à voir bah, justement comment on fait grandir une société industrielle aussi. Parce que des sociétés industrielles, il y en a beaucoup en France, des très très jolies. Euh, il y en a beaucoup qui arrivent pas forcément à passer des caps. Donc, je sais que c'est des questionnements que j'ai pas mal avec lui. Comment est-ce qu'à un moment on passe le cap? Il y a beaucoup de choses qu'il a explicitées qu'on a positionné vraiment dans notre logique de structuration. Donc, lui, c'est une personne aussi super. Euh, et après, je sais que je m'inspire aussi beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneuses que je suis dans mes cercles. Je pense à Isabelle Rabier-Jolimois, que j'aime beaucoup, qui est une société qui est l'une de nos meilleures clientes et qui m'inspire sur le collectif, notamment, et puis voilà, plein d'autres Mmh. dans nos écosystèmes. Avant de passer à la petite surprise, hem, est-ce qu'il y aurait une personne avec qui tu pourrais nous mettre en contact pour, qu'elle vienne témoigner, à ta place, une prochaine fois? Ah, et ben écoute, c'est marrant parce que je voulais te le proposer. Je pense à Ah, Pierre Cornier des Bougies de Charroux. d'accord. Bah, Ouais, écoute, je te laisserai c'est faire la mise en relation. avec joie. C'est un mec qui est super. Je pense qu'il y a une logique. Moi, je suis un peu plus intuitive. Je sais pas si ça pourra aider mon témoignage qui est assez personnel. Lui, il est beaucoup plus carré que moi. Il m'inspire aussi beaucoup. Enfin, on échange. Il a une très jolie vision. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec sa boîte familiale, qui reprend comme un chef et qui développe à fond. Donc, Pierre Cornier, sans hésiter. Super. Donc écoute, j'ai décidé de rajouter un petit quiz à la fin, un petit quiz Ok. absurde, le petit quiz, de l'entrepreneur absurde. Donc c'est toi qui vas l'inaugurer. Tu es plutôt thé ou café? Café. Combien par jour? 6. Ça reste raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Si ton entreprise pou si ton entreprise pouvait parler, elle dirait quel mot? Elle dirait, «J'ai faim». Si tu devais pouvoir embaucher un super-héros comme si co-CEO avec toi, tu prendrais quel super-héros? Ah là là, bah, je prendrais forcément Batman, forcément. Pourquoi? Parce que, Parce Batman, il a une double vie et un super costume. Voilà. Je sais pas si c'est Ah, c'est pas pour la voiture? Je pensais que ce serait la voiture. non, non, le Si ton costume, bien sûr. entreprise était une saveur de glace Si ton entreprise était une saveur de glace, ça serait quel parfum? Ce serait, matcha. Matcha, thé vert, bah, oui, écoute, on se refait pas, hein. Matcha, Mmh, thé vert, noisette voilà. torréfiée, mais c'est peut-être pas le meilleur parfum, mais ce serait le sien. Mais je pense qu'elle le rendrait délicieux. Mmh.
Quelle chanson pourrait être l'hymne de D-Labs? Ah! Écoute, écoute, c'est une bonne question ça. J'ai envie, comme ça spontanément de lui donner, ma chanson de mariage que j'adore et qui est très festive, c'est une fanfare. C'est War de Hypnotic Brass Ensemble. Donc Mmh. c'est voilà une musique très dynamique. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Donald avec Riri, Fifi et Loulou. Quel est le plat le plus bizarre que tu as mangé lors d'un déjeuner d'affaires? Hem, ah oui, du taureau, de la queue de taureau. Bah, du coup, je l'ai pas mangé, hein. Enfin, c'était c'était très bizarre. De la queue de taureau avec mes banquiers. Ouais. Si tu devais créer une mascotte pour, représenter D-Labs, ça serait quelle, elle ressemblerait à quoi? Elle ressemblerait à une barbe à papa. Et enfin, si tu pouvais voyager dans le temps, tu aimerais que D-Labs soit présent à quelle période? Ah! Hem, Au début du siècle, avec la révolution industrielle, pour faire ça en vert. Bah, écoute, merci pour Bon, bon, bah, merci pour la surprise. Merci écoute, beaucoup François-Joseph pour tout. bah, voilà, bah, écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Écoute, si des, auditeurs veulent te contacter, comment viennent-ils vers toi? Je pense sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen, Fleur Philippot. OK, OK, super. Écoute Fleur, merci beaucoup pour ce témoignage et puis, à bientôt et bonne continuation à D-Labs. Merci beaucoup et très bonne continuation à toi, ton podcast et à tous. À très bientôt.